Chamengo. Christophe, Douki de Boissoudy, est-ce que tu peux, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Oui, oui. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel qui t'a conduit à te passionner autant pour les bioplastiques? Donc, je suis effectivement Christophe Douki de Boissoudy. Je suis actuellement directeur général de la filiale française de la société qui s'appelle Novamont. Cette société est une société qui, dès le départ, en fait, est maintenant produit des matières à caractéristiques plastiques, biosourcées et biodégradables, compostables. Et j'ai rencontré en fait Katia Bastioli, qui est la chercheuse qui a mis au point dès le départ ces matières. Elle était chercheuse, tu dis que c'est la première chercheuse à travailler sur ces questions-là au monde? Au monde. Alors, certainement d'autres diront on y a travaillé, mais certainement pas de la même façon. En fait, quand un grand industriel qui s'appelle Raoul Gardini, qui était un grand industriel de l'agroalimentaire, a pris possession de Monte Edison, qui était une grosse société de la pétrochimie, il est allé dans ce laboratoire, qui était un des laboratoires les plus performants au monde sur les recherches sur les polymères. Et d'ailleurs, le polypropylène que tout le monde connaît aujourd'hui a été notamment inventé dans ce laboratoire. Et il a demandé à ce que ce laboratoire, lui qui venait de l'agriculture, utilise une matière première d'origine végétale, d'origine agricole, pour en faire un produit qui, comme dans la nature, est capable de se biodégrader, plutôt que de partir du pétrole et faire un produit très performant qui s'appelait, et qui s'appelle toujours le plastique, mais qui en revanche a besoin d'intervention humaine pour pouvoir être géré en fin de vie. Et il a demandé à Katia Bastioli, jeune chercheuse qui venait d'avoir une thèse, de s'occuper de cette recherche en 1987. Donc ça, c'est le pragmatisme d'un capitaine d'industrie qui, effectivement, utilise ses propres produits pour pouvoir développer son marché. Mais en même temps, le caractère renouvelable, et puis le fait de dire « arrangez-vous pour que ce soit biodégradable ». Parce que ça, en revanche, c'est visionnaire. En 13 ans, de 87 à 2000, on n'a fait que de la recherche. 13 ans de recherche, pour aboutir à véritablement un équilibre économique. Heureusement, au départ, on était dans des gros groupes, donc eux, ils gagnaient grâce au pétrole. Et à partir de 96, heureusement, de 96 à 2000, on a eu des investisseurs qui ont accepté de mettre de l'argent à perte. Et à partir de 2000 seulement, Novamont a commencé à devenir bénéficiaire. Et a réinvesti tous ses bénéfices dans la recherche et son développement. Et ça, c'est extrêmement rare, qu'on laisse une entreprise réinvestir tous ses bénéfices dans son développement. Mais est-ce que c'est un cas d'école que vous ayez eu des financiers justement qui avaient cette vision de dire on va se donner le temps? Totalement. Et ça, c'est très rare aujourd'hui? Nous avons plus d'une quarantaine de grades, c'est-à-dire 40 types de matières à propriété plastique capables de fournir telle ou telle caractéristique pour des cahiers des charges particuliers. Quels sont les produits que vous vendez la le sacherie. plus? Sachet. C'est la sacherie, et la sacherie aussi pour la Pour les collecte supermarchés. pour la collecte des biodéchets. Sacherie pour supermarché, réutilisée comme collecte des biodéchets, c'est vraiment l'application la plus importante. Alors, toujours d'origine végétale, agricole, parce qu'on a quand même aussi cette remarque qui dit qu'en fait, on rentre en compétition avec les cultures vivrières. Cette remarque est extrêmement importante et Katia a effectivement ça en tête. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on a installé notre première grosse bioraffinerie, Katia a dit écoutez, je suis désolé, là, si on ouvre en Sardaigne, l'huile de tournesol, c'est pas envisageable. Parce que si on ouvre une bioraffinerie ici, il faut qu'on ait la matière première ici. Et la matière première ici, ça ne sera pas du tournesol parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et on a cherché une plante endémique. Et tu sais très bien ce qu'on a trouvé? Le chardon. Alors quand on parle du chardon pour faire de l'huile, tout le monde nous regarde en disant « mais vous êtes sûr ?» Ça me fait un peu penser à l'ADEME qui me regardait en disant « oui, bien sûr ». Des plastiques biodégradables avec de l'amidon, on connaît ça. Eh bien oui, le chardon,
le chardon endémique de Sardes, de Sardaigne, est un chardon qui fait quand même à peu près 2 à 3 mètres de haut. Donc ce n'est pas un petit chardon. Il fait partie des gros chardons, qui sont d'ailleurs de la famille des artichauts. La tête de chardon ressemble beaucoup à l'artichaut. Quand on regarde les tout petits chardons qu'on a dans nos champs, si on regarde, il y a cette petite particularité. Et les chardons, ils ont des graines, comme toutes les plantes. Et dans ces graines, comme dans le tournesol, on peut y trouver de l'huile, on y trouve de l'huile, et une huile qui est très proche de celle du tournesol, en tout cas pour nos applications. Et donc Katia a repris donc sur un ancien site, et ça c'est aussi très important pour Katia, reprendre des sites industriels qui sont des friches industrielles pour y construire les bioraffineries, et non pas utiliser des terres qui pourraient très bien être pour l'agriculture. Ça aussi, c'est important. Quand on parle de l'artificialisation des sols, on en parle beaucoup avec notre actuel président, c'est aussi une des sources de l'artificialisation des sols. Et ça coûtait plus cher de faire du biodégradable? Ah oui, ça coûtait plus cher. Mais ça coûtait plus cher et c'était surtout beaucoup plus compliqué. Parce que pourquoi, par exemple, on n'utilise pas des feuilles d'arbres comme le font ou comme le faisaient nos ancêtres très lointains pour de l'emballage Tout simplement parce que, justement, ils ont une relative fragilité, puisqu'ils sont biodégradables, ils sont périssables. Ils ne sont pas durables au sens temporel. Parlons par exemple du paillage. Il n'y a rien de plus compliqué qu'un plastique biodégradable sur le sol, parce qu'il faut qu'il remplisse sa première fonction, à savoir le fait de protéger les cultures, le fait de ne pas se biodégrader trop vite pour vraiment contenir la croissance de mauvaises herbes et laisser la plante que l'on veut voir pousser tranquillement sortir de terre sans être en compétition avec les adventices, terme technique, mauvaises herbes, ou plus autres herbes devrais-je dire, celles qu'on ne veut pas forcément voir pousser. Et ce paillage en contact avec le sol, il ne faut pas qu'il se biodégrade trop vite. Donc il vaut mieux avoir quelque chose qui est totalement, qui ne bouge pas du tout, comme ça on est tranquille, sauf que on est tellement tranquille qu'on l'est beaucoup moins en fin de vie. Il faut savoir que lorsque la loi de 2015 que Madame Royal a portée, ça a rapatrié 98% des sacs fruits et légumes qui étaient faits en Asie, les sacs fruits et légumes en France, 98% étaient uniquement production asiatique. Parce que plus personne ne les faisait, ce n'était pas compétitif. À partir du moment où la loi est sortie, 98% de ces sacs ont été faits en France et en Europe. Donc ça a redonné du travail et de la matière à nos plasturgistes. Nos transformateurs aujourd'hui, c'est les transformateurs français, italiens, majoritairement France-Italie, un peu Espagne également maintenant, un tout petit peu en Allemagne. Novamont ne fait pas de produits finis, mais en tout cas vend la matière première pour faire ses produits finis. Et une chose importante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une façon de relocaliser l'industrie en Europe pour avoir des bioraffineries territorialisées avec une nouvelle révolution industrielle pour des relativement petits sites de production, mais relocalisés et qui ont, je dirais, toute une démarche verticale. Agriculture, recherche, lien avec les universités qui sont à côté, transformation pour avoir la matière première utilisée si possible par des entreprises qui vont la transformer aussi à proximité. Une des raisons pour lesquelles je te disais tout à l'heure que la France est vraiment le bassin idéal pour ce genre d'application de développement. On a la matière première, on a les universités, on a les chercheurs aussi, on a la transformation plastique, et on a aussi évidemment la ressource européenne et française qui a besoin d'avoir ces matières à condition qu'elles soient véritablement bien utilisées. Mais en France, depuis la fin des années 90, il y a aussi énormément d'universités, de chercheurs, de sociétés qui travaillent là-dessus, soit sur la matière première directement,
avec d'autres types d'autres types de matières que ce que nous faisons, mais c'est aussi de bonnes matières qui sont d'origine biosourcée et biodégradables. On parle des algues en France? On parle aussi des algues, on travaille nous aussi bien évidemment sur les algues dans le futur, c'est très important. On parle des algues, on parle de l'amidon que l'on va retirer des algues. C'est encore à l'état de recherche, hein, c'est pas encore à l'état de pouvoir obtenir des matières premières qui sont capables véritablement de donner des produits. On est aux prémices là pour les produits avec les algues. Il n'en demeure pas moins que... Pardon ? Alors, algues opaques, oui, c'est pour ça que je dis qu'on est aux prémices, c'est que algues opaques a des applications relativement limitées, qui sont des applications plutôt solides. C'est plus facile de faire des applications solides, ne serait-ce que parce qu'on peut aussi les faire avec du bois, on peut aussi les faire avec du végétal, autre qu'une matière plastique. La difficulté de la matière plastique, c'est d'avoir justement cette souplesse, cette élasticité et surtout cette résistance à une finesse importante. C'est ça la grosse difficulté. Le challenge de ces matières-là, c'est d'obtenir avec des finesses très importantes une résistance importante. Et là, c'est beaucoup plus difficile. En France, on a vraiment un savoir-faire qui est très méconnu au niveau, malheureusement, au niveau gouvernemental, ou plus exactement au niveau de nos décideurs. Et là, dans la nature... Ils sont où ces scientifiques? Ils sont où ces laboratoires de recherche? Alors, on a des laboratoires de recherche en Bretagne. Alors, lui commence à être connu. C'est l'UBS, n'est-ce pas, qui d'ailleurs fait actuellement des recherches avec l'ADEME. Et puis, on en a surtout à Montpellier, avec le laboratoire notamment de Emmanuel Gastaldi, qui est spécialisé vraiment dans la biodégradation. Recherche pour savoir si un matériau est biodégradable. Et moi, je m'étonne, on la connaît pratiquement pas. Alors, elle a énormément de publications, on peut lire ses publications, mais quand il y a véritablement des chercheurs que je vois qui sont interviewés, qui sont dans les colloques internationaux, c'est pas forcément des spécialistes de la biodégradation. Souvent, d'ailleurs, ce sont des spécialistes des déchets. Mais les spécialistes des déchets ne sont pas des spécialistes de la biodégradation. Donc il faut aller vers les chercheurs qui sont spécialisés dans leur domaine. C'est justement un chercheur, on n'est pas omniscient dans la recherche, hein, par définition. Malheureusement, on est obligé d'être spécialisé dans certains types d'approches scientifiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui prouvent que ces matières plastiques, donc biosourcées et biodégradables, se dégradent entièrement, même si ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, on s'en moque. Mais est-ce qu'on a la certitude? Parce que ça, c'est une critique qui est effectivement très souvent balancée en disant non, mais ça ne se dégrade pas complètement. Alors cette certitude, on l'a. On l'a avec les méthodes d'analyse qui sont des méthodes d'analyse de laboratoire. Cette certitude, on l'a aussi sur le terrain, parce qu'il faut quand même savoir que dans les sols français, les plastiques biodégradables, à même le sol, existent depuis plus de 20 ans. Les premiers essais auxquels j'ai moi-même participé, c'était sur Carplouse, en Bretagne, sur une station expérimentale. Également d'ailleurs dans le sud de la France, on en a fait dans plusieurs endroits et on a constaté effectivement la biodégradation. Eh bien tous ces industriels qui sont les plus vertueux, qui ont effectivement choisi d'aller vers un mieux-disant, se retrouvent à être obligés de fermer leur entreprise ou de modifier tout, c'est-à-dire de réinvestir, parce qu'en 5 ans, on est revenu sur une loi. On leur a donné une orientation, 5 ans après, on leur a dit c'est fini. Et ça, d'un point de vue industriel, c'est dramatique. Exactement comme l'idée de bloquer toute innovation arrivée à maturité en disant tout ça c'est interdit. Tout ça on le met dans le même panier que les plastiques traditionnels. C'est industriellement parlant dramatique parce que ça bloque tout développement et c'est extrêmement frustrant, évidemment, pour les chercheurs qui sont derrière, qui se retrouvent à avoir cherché pendant des dizaines d'années et être arrivés à quelque chose de viable, et quelqu'un vient leur dire « Bon, ce que vous faites, c'est bien, mais on va tout mettre sous cloche, on va regarder si c'est si bien que ça, puis on viendra dans quelques années. » N'oublions pas qu'en 2019, le World Forum Economic
a placé en numéro 1 des innovations pour l'avenir à soutenir les bioplastiques. En 2019, c'était déjà, les bioplastiques existaient déjà depuis longtemps, mais en Europe. Et n'oublions pas que l'Italie et la France, et l'Europe en particulier, est le numéro 1 mondial de ces nouvelles alternatives. Aujourd'hui, on est en train d'être rattrapé, pas encore, mais ils le souhaitent. Et d'ailleurs, l'année dernière, la Chine a décrété un plan quinquennal en espérant pouvoir devenir à 5 ans le numéro 1 mondial de ces alternatives plastiques, des bioplastiques. Alors que pour l'instant, l'Europe est extrêmement bien placée et alors qu'elle se cherche en disant « est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que tout compte fait, on ne devrait pas mettre ça un petit peu sous cloche en attendant d'être sûr ?» C'est aussi une façon de dire « messieurs, à l'extérieur de l'Europe, on a bien commencé, on vous a montré qu'effectivement c'était possible, on vous laisse le soin de nous rattraper, pendant que nous, on va regarder si c'est vraiment si intéressant. » Qu'est-ce qui risque de se passer? D'autant qu'à horizon 5 ans, maintenant même 4 ans, il va falloir qu'on développe la valorisation organique des biodéchets à la source. Et là, on va se retrouver dans le même cas de figure qu'à la fin des années 90 en Italie, où on a développé la valorisation des bioplastiques, mais la valorisation des biodéchets, pardon, lapsus révélateur, on s'est aperçu qu'il fallait avoir un compost de qualité. Parce que la valorisation des biodéchets, c'est pour un retour au sol. On a plus de 64 millions de tonnes de biodéchets en Europe qui aujourd'hui sont envoyés soit en décharge, soit dans l'incinération. Alors, si on prend ton scénario catastrophe qui est en train de s'écrire, c'est qu'effectivement, pendant la Covid, on a massivement importé du plastique non dégradable en Europe, qui se répand partout. Vous êtes leader mondial du bioplastique que vous vendez principalement en Chine. Et dans quelques années, la Chine nous revendra du bioplastique qu'on n'aura pas été capable de produire. Est-ce que c'est ça qui risque de se passer? Suite à l'annonce de la Chine de vouloir devenir le leader mondial à horizon 5 ans des bioplastiques, on a multiplié à peu près par 20 notre exportation en Chine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour devenir leader, c'est bien de regarder ce que les autres font et d'étudier comment ça marche. Donc aujourd'hui, ils en produisent. La Chine est un producteur important, mais important surtout dans le non biodégradable. Or, le non biodégradable, d'un point de vue environnemental, n'a pas plus d'intérêt que, en tout cas de fin de vie, que le fossile. Et donc, le scénario qui risque de se passer, tout simplement parce qu'on est en train de se gratter la tête pour savoir si c'est la peine de le poursuivre, s'il vaut mieux mettre ça en stand-by, on ne va pas pousser, eh bien, c'est que pendant ce temps-là, la Chine récupère son retard sur le sujet. Nous, on perd notre avance, et non seulement on la perd, mais on bloque. Par des raisons de manière législative, etc., on la bloque. Et le jour où on s'aperçoit qu'on en aura besoin, notamment quand on aura besoin de développer la valorisation des déchets organiques pour un retour au sol de qualité du compost ou du digestat, on sera obligé d'importer des produits qui viennent de Chine. Et là, on n'aura plus la capacité de pouvoir remonter une industrie qui concurrencera ce que la Chine fait. Le problème avec la Chine, c'est dès que la Chine ou l'Asie, il n'y a pas que la Chine, a en main une industrie performante, c'est illusoire de pouvoir la monter chez nous. En étant élitiste, on est en train de mettre sous cloche une innovation que l'on commence à réaliser au niveau européen de manière assez large, et notamment avec la volonté d'en finir avec la pollution plastique, en disant, certes, on ne veut plus d'usage unique, certes, on ne veut plus de plastique dans la terre et dans les mers, donc réfléchissons à ce qui pourrait éventuellement, ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de plastique. Première des choses, interdire. Certes, si on interdit, il n'y en aura plus. Mais le plastique est aussi une matière, comme on le disait tout à l'heure, qui a des caractéristiques intéressantes et utiles. Bon, donc on interdit. Comme ça, des caractéristiques intéressantes et utiles, pour certains produits, on va chercher des matières de substitution.
parce qu'on en a besoin, pour des emballages, pour des sacs, par exemple, les sacs que l'on a fruits et légumes, on en a besoin. Donc on va aller sur le papier. Mais personne ne s'est posé la question de savoir si le papier était une alternative véritablement plus intéressante que les plastiques compostables et biosourcés. Il y a eu une ACV qui a été faite à l'ADEME, mais cette ACV, en fait, qui était plutôt positive d'ailleurs, on va toujours... Analyse sur le cycle de vie, pardon, qui permet de voir quel est l'impact. Et puis il faut voir aussi que quand on fait une analyse sur le cycle de vie, c'est aujourd'hui. Or, ces matériaux-là, ils sont en devenir. Ils sont encore à améliorer. Et donc on est en train, sous prétexte de vraiment regarder si c'est vrai, et si ça marche bien, d'arrêter tout développement. Et pendant qu'on arrête tout développement, eh bien, effectivement, il y a tous les pays, et notamment les pays asiatiques, mais pas que, également les pays aux États-Unis, le World Forum Economic, il y a aussi des Américains, qui commencent à se dire, là-dessus, comme on ne pourra pas interdire tous les plastiques, il nous faut des produits de substitution qui aient ces caractéristiques-là, et il faut qu'on les développe. On les a développés en Europe bien en avance, davantage avec une projection environnementale, et en plus de ça, non pas une vision purement commerciale, marketing et financière, mais davantage justement dans une exigence environnementale. La société dans laquelle je suis a cette exigence environnementale. Et donc on est en train d'une certaine manière de mettre sous cloche ce qu'on a développé, ce que l'on a dans nos mains, ce que des scientifiques ont déjà dans leurs mains, alors que ça va être développé ailleurs, mais certainement pas avec non plus la même exigence environnementale. Parce qu'on peut très bien faire des plastiques biosourcés, compostables, totalement biosourcés, totalement compostables, sans que ce soit écotoxique, avec un impact environnemental qui ne sera pas le même, parce que tout simplement, il n'y aura pas cette notion d'éco-compatibilité sur toute la filière. Or, ce qui est important, c'est que quand on a un produit et qu'on utilise ce produit, toute la chaîne de fabrication du produit soit elle aussi limitée en impact environnemental, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et je ne suis pas certain qu'il y aura la même exigence dans les pays asiatiques au niveau de toute la fabrication du produit, y compris d'ailleurs au niveau de la certification finale, que l'exigence européenne. Et donc il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là. Alors pourquoi ça coince en France et pourquoi il n'y a pas encore d'unité de production? Pourquoi ça coince en France? Alors qu'on a tous les éléments pour que la mayonnaise traîne. C'est plutôt pour des raisons d'orientation politique. C'est pour ça que ça coince en France. Il faut dire que la France est la première, en 2006, à avoir donné cette orientation. La toute première, le tout premier pays mondial à avoir légiféré pour orienter vers des plastiques biodégradables, et certains plasturgistes de mauvaise stratégie se sont dit on va faire du plastique biodégradable, dit biodégradable, en utilisant un additif qui nous permet d'avoir un plastique pas cher du tout, qui sont plutôt sur du fragmentable. C'est quoi le fragmentable? C'est du plastique normal dans lequel on met un additif qui le fait vieillir prématurément. C'est-à-dire qu'il devient cassant. Et donc il n'est pas biodégradable, il devient cassant. Et il faut bien dire que la France a été, je pense au niveau européen, le champion de l'utilisation du fragmentable, des faux biodégradables. Sachant qu'à l'origine, ces matières en question, ces nouvelles matières étaient 4, 5, 6, 7, parfois 10 fois plus chères que du vrai plastique. Or, le plastique, c'est quelque chose de pas cher du tout. Et donc les plasturgistes ont tout fait pour proposer des matières soi-disant biodégradables, et on est devenu extrêmement frileux aujourd'hui, en France notamment, quand on parle de plastique biodégradable. Et malheureusement, c'est également le cas au niveau européen. On appelle l'oxodégradable, je reviendrai après. Et moi, je me souviens d'avoir discuté avec des plasturgistes, certains plasturgistes, pas tous heureusement. Je leur ai dit, mais vous savez pertinemment que le plastique fragmentable, l'oxo, c'est pire que le plastique normal. Parce que le plastique normal, on le ramasse, éventuellement. On peut le ramasser. Le fragmentable, une fois que ça partit un petit morceau, alors ça c'est fini. Ce qu'ils m'ont dit,
C'est certes, on le sait, mais ce n'est pas interdit. Mais il y a une énorme méconnaissance de ce type de matériaux, énorme méconnaissance de la biodégradabilité, de ce qu'est la biodégradabilité. Comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un matériau soit biodégradable, il faut qu'il le soit intrinsèquement. Une fois qu'il a effectivement la capacité d'être consommé par le micro-organisme, il le sera plus ou moins rapidement en fonction du milieu où il tombe. Si c'est en compostage industriel, entre 3 et 6 mois, il va se biodégrader. Complètement. En compostage domestique, on considère que ça mettra 1 an. Que ça doit mettre 1 an. Parce que ça peut très bien mettre plus longtemps. Et souvent, d'ailleurs, c'est plus long quand le compostage n'est pas forcément très bien entretenu. Si le compost commence en été et finit en été, ça lui fait 2 périodes chaudes. S'il commence en hiver et finit en hiver, il mettra plus de temps. C'est tout simple, c'est naturel, hein, donc on ne peut pas demander aux micro-organismes d'aller plus vite que la musique. Hein. Et si c'est dans le sol, alors là, dans le sol, on considère que c'est toujours c'est les normes qui définissent les temps. On considère que ça doit être fait en 2 ans. Bioassimilation, c'est-à-dire que ça disparaîtra visuellement avant, mais ça continuera la biodégradation après. C'est la raison pour laquelle un matériau qui est en compost, souvent, on a tellement de détracteurs qui racontent n'importe quoi qu'au bout du compte, on n'arrive plus à s'y retrouver. Un matériau qui se biodégrade en compostage industriel, même s'il n'a pas fini sa biodégradation, il devrait continuer sa biodégradation avec les micro-organismes plus lentement, mais il continuera. Alors dans la nature, en revanche, et d'ailleurs, petite anecdote, au niveau européen, on a fait des tests pour savoir en combien de temps une feuille d'arbre, plusieurs feuilles d'arbre, alors je crois qu'on a pris des feuilles de bouleau, des feuilles de chêne, des feuilles de pin, et puis du lin, d'accord ? Ces 4 matériaux, dans ces 4 matériaux, il n'y a que le lin qui encore est pratiquement arrivé à la fin de sa biodégradation. Les autres n'ont pas passé la norme européenne. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas biodégradables, c'est parce qu'ils mettent plus de temps à se biodégrader. Le bois est biodégradable, mais c'est très lent. On génère ce qu'on appelle du réutilisable. Et le réutilisable, on le définit comment ? Par des épaisseurs. Et c'est l'histoire du sac de caisse qui a été interdit, sauf s'il est réutilisable. Et là, dans l'idée du législateur, c'était de se dire, si c'est suffisamment épais, les gens vont pouvoir le réutiliser. C'est un excellent exemple de ce que le législateur, de temps en temps, ne prévoit pas. Avant, on avait des sacs plastiques traditionnels qui faisaient 15 à 18 microns dans les boulangeries. On a interdit ces sacs en disant tout est mais absolument interdit. On ne peut même pas les avoir en compostable ou en biodégradable. C'est totalement interdit. On a dit en revanche, vous avez le droit d'utiliser du réutilisable parce que ça, on peut le réutiliser. Et réutilisable, on va le définir en fonction de l'épaisseur parce que plus c'est épais, plus on peut le réutiliser. Ce à quoi ils n'ont pas pensé, et pourtant, oserais-je dire à l'époque que je leur en avais parlé, y compris d'ailleurs à certaines personnes qui sont devenues ministres, et je leur avais dit, vous allez déplacer le problème. Vous allez avoir les mêmes sacs, 3, 4, 5 fois plus épais. Ils seront considérés légalement comme réutilisables, mais ils seront utilisés exactement comme avant. On va prendre ce sac pour une utilisation, et après on va l'utiliser comme sac poubelle. Et en plus, super, parce que extrêmement résistant. Mais l'impact environnemental de la même utilisation pour 5, 4, 3, 4, 5 fois plus de matière est évidemment 3, 4, 5 fois plus importante. Et donc, le fait d'interdire un produit, une matière, sans se poser la question de ce qui pourra potentiellement le remplacer, avec un impact plus ou moins important, forcément, de toute façon, ce qui arrivera, ça sera le moins cher. Le moins cher est d'un point de vue marketing, et je dis bien marketing, celui qui, a priori, a l'air relativement environnemental. Mais on ne se posera pas vraiment la question de fond de savoir si c'est moins toxique, si c'est plus environnemental, s'il n'y a pas autre chose, etc. Et aujourd'hui, avec la façon dont on légifère,
on interdit le plastique traditionnel pour certaines applications. On ne se pose pas du tout la question de savoir ce qui va le remplacer, ce qui est majoritairement le papier, le bambou, etc. D'ailleurs, le papier et le bambou, en grande partie, le papier, ça peut aussi venir d'Asie. Hein. Moi, j'ai visité en Indonésie des usines de papetiers qui ont des énormes surfaces qui ont été prises sur la forêt primaire, où on ne plante que des arbres tous les 5 ans pour pouvoir faire du papier, qui est exporté en Europe. Hein. Donc, ça serait bien de faire attention, de bien regarder l'ensemble et d'aller vers ce concept d'éco-compatibilité, et pas simplement d'éco-conception. L'éco-conception, pendant des années, ça a été surtout réduire les épaisseurs des bouteilles, ce qui est très bien, hein, mais il n'empêche que l'éco-conception, ça va pas assez souvent jusqu'à comment gérer la fin de vie. Même si Citeo, avec ses emballages, s'en occupe. Il faut avoir une vision vraiment systémique et globale du sujet. Certes, c'est difficile, mais vous avez des chercheurs qui travaillent là-dessus. Vous avez des entreprises comme la mienne, mais nous ne sommes pas les seuls, à réfléchir à cette vision systémique, qui est absolument fondamentale si on veut véritablement aller vers une industrie, un monde, un développement, une économie soutenable. Le plastique compostable et biodégradable n'a d'intérêt que dans 3 cas. Premier cas, lorsqu'il est très compliqué de trier, collecter, recycler la matière plastique traditionnelle. Ou soit parce qu'effectivement ce sont des complexes, soit parce qu'ils sont souillés et qu'il faut les laver, etc. C'est le cas du film de paillage, qui lorsqu'on le retire du sol, d'abord on retire une partie de bonne terre, de terre qui devrait rester au sol, puis surtout on multiplie par 4 le poids de ce que l'on retire par rapport à ce que l'on a posé. Et donc quand on envoie ça au recyclage, il faut le laver, ce qui est compliqué, coûteux. Et donc là, si on a des difficultés de recyclage sur du plastique traditionnel, des produits plastiques traditionnels, pour des raisons économiques, techniques et environnementales, ça vaut le coup de commencer à réfléchir à autre chose, et notamment à du compostable. Souvent, de toute façon, le côté technique, économique et environnemental, c'est lié. Parce que quand c'est techniquement compliqué, c'est cher. Ensuite, environnementalement parlant, généralement, c'est pas bon parce qu'on utilise de l'énergie, de l'eau, etc. Et économiquement non plus, parce que forcément, on est obligé de payer plus cher pour des raisons techniques et énergétiques. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, lorsque la biodégradabilité a un véritable intérêt de fin de vie. C'est le cas du paillage que l'on met sur le sol, qui doit être retiré, et quand il est retiré, si on en laisse des bouts, c'est des plastiques qui restent dans le sol. C'est le cas des clips. Quand on cultive des salades, etc., il y a des clips pour tenir le plant de salade, et ce clip en question, généralement, il est en plastique. Quand on enlève toute la partie végétale, quand on a récupéré les tomates, ben les clips, ça reste avec. Hein. Et généralement, ça finit en compost, et on ne va pas aller chercher dans le compost tous les clips. Hein. Bon. En plus, généralement, ils sont cassés, fragmentés, et même si on fait un tamisage, on ne les récupère pas forcément. Tout ce qui est application agricole, voire pisciculture éventuellement. Hein. Et puis, le troisième point, lorsque c'est souillé, et que ça a tout intérêt à finir avec les bioplastiques, avec les biodéchets, j'aime pas ce mot bioplastique, que ces matières biosourcées compostables finissent avec les biodéchets. Ça a été le cas, rappelle-toi, lors en 2015, l'exposition universelle à Milan. Puisque Milan fait la collecte des biodéchets, chaque restaurant de restauration rapide se devait soit d'utiliser des produits lavables et de les laver, soit, si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas la capacité de les laver, ce qui est souvent le cas dans les restaurations rapides, surtout pour des manifestations comme ça, d'utiliser uniquement des produits compostables. Fourchettes, couverts, gobelets, etc., uniquement compostables, de manière à pouvoir tout mettre
dans une seule poubelle avec les biodéchets, les restes de cuisine, les restes de repas, de ce qui restera dans les assiettes, des assiettes qui sont souillées ou pas, et de manière à envoyer tout ça vers soit de la méthanisation, du compostage. Et c'est ce qui s'est passé en 2015 à l'occasion de l'exposition universelle. Mais ce n'est pas nouveau. Sur l'avenir, je pense qu'à partir du moment où on commencera vraiment à s'occuper de la gestion des biodéchets et du recyclage des biodéchets vers un retour au sol de qualité, les plastiques compostables, biodégradables et biosourcés seront incontournables, comme ça a été le cas dans le modèle italien. Le tout, c'est qu'entre ce moment-là, le moment que nous vivons aujourd'hui, et le moment où ça va se développer, il y ait des politiques suffisamment visionnaires, avertis, et sans doute aussi avec un peu de courage, parce que c'est vrai que dire le plastique c'est pas bien, il faut l'éliminer, il y a peu de personnes qui vont vous dire « Ah ben non, 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 c'est bien, et puis c'est pas trop grave s'il y en a encore dans la nature et dans les mers. » Donc c'est quand même une façon de présenter les choses assez facile. Le fait de dire « N'oublions pas que ça a quand même un intérêt pour certaines applications, commençons aussi à réfléchir à d'autres types de plastique, d'autres types de matières capables d'apporter le même service initial », c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est aussi courageux. Mais paradoxalement, et on a fait un sondage là-dessus, qui d'ailleurs reprend une des 150, si ma mémoire est bonne, propositions de la Convention citoyenne, qui a été, je dirais, mise sous le tapis, à savoir favoriser le développement des emballages biosourcés compostables. On n'en parle plus de ça. Hein. Ça fait partie des 150 propositions qui visiblement ne conviennent pas politiquement à l'orientation du moment, mais il n'en demeure pas moins que ça en fait partie. Et on a fait un sondage, parce qu'au niveau de français, 2000 personnes interrogées, vraiment de manière extrêmement large, en partant dans tous les sens, sur ce type de matériaux, les biodéchets, considère-t-on qu'effectivement ça devrait retourner au sol? Qu'est-ce que le compostage? Parce qu'aujourd'hui, les sols, on ne les nourrit pas. Quand on nourrit les plantes, on les nourrit avec de la chimie. On met des engrais. Mais les engrais, ça nourrit la plante, mais pas le sol. Donc on peut très bien, et c'est ce qui se passe dans certaines parties du monde, faire pousser des plantes sur un sol qui n'a aucune fertilité, parce qu'on y apporte des engrais. Alors, dernière question pour moi, qu'est-ce que tu as appris de ces 20 années, plus de 20 années sur la thématique? Quelles sont les leçons que tu tires de ce que tu as vécu, parce que tu as une connaissance très fine et sur la durée? Les leçons que je tire, c'est quand on a vraiment quelque chose d'utile et d'environnemental, forcément, à un moment donné, c'est quelque chose qui est accepté, ça c'est la première leçon, et qui se développe. Quand on est passionné, quand on est dans une usine, oserais-je dire, au départ c'était un laboratoire, dans une entreprise de passionnés, on est toujours heureux de faire ce qu'on fait, et objectivement, ce qui me maintient, c'est d'avoir l'impression de travailler de manière utile. Ce que je fais, c'est utile. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeune génération cherche systématiquement, pas simplement à travailler pour gagner de l'argent et avoir suffisamment de confort matériel, mais au moins de se dire ce que je fais est utile. Et ça, c'est ce que moi j'ai appris dans mon travail, surtout en changeant radicalement d'orientation, parce que, objectivement, à l'origine, je ne m'étais pas orienté vers ça, même si j'avoue que la fiscalité m'a beaucoup plu. Intellectuellement, c'est passionnant de pouvoir jongler avec tous ces éléments. Mais c'est vrai que dans mon travail aujourd'hui, d'abord je participe à un projet, et un projet qui vraiment éclot. C'est une véritable fleur qui est en train de devenir un jardin tropical, hein. Le Novamont, c'est vraiment ça. Et après, ce que j'ai appris, c'est que malheureusement, la communication est très importante et qu'il faut faire attention à la façon dont on communique,
parce que parfois, la façon dont on présente les choses a plus d'importance que le fond. Et notamment, d'un point de vue politique. Voilà ce que j'ai appris. Mais en revanche, j'ai fréquenté des hommes politiques qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus connus, qui sont vraiment des hommes que j'appellerais des hommes de bien, et qui font de la politique avec véritablement la volonté d'aller vers un mieux humaniste et donc environnemental.